Est-ce que vous comprenez, vous qui avez vécu ça, d'autant mieux tous ces témoins qui ont l'air très sincères, ils peuvent pas être tous fous quand même quand ils témoignent, quand ils viennent vous voir ou quand ils déposent à la gendarmerie en disant moi j'ai vu un truc extraordinaire. Mais je pense que personne ne les rejette en disant qu'ils sont fous, un truc comme ça. Non, je pense que la crédibilité des témoins elle est claire et nette, mais la crédibilité des témoins ça veut pas dire que le phénomène est vrai. Le fait que quelqu'un témoigne, c'est un petit peu comme dans une émission quand on va vous dire regardez il y a un phénomène inexpliqué, cette personne l'a vécu et puis il y a le gendarme qui a fait l'enquête et puis il y a le scientifique qui est venu enquêter. Et je me rappelle d'une émission, Mystère pour pas la nommer, où un exergue, ça démarrait, on vous disait les témoins, les officiers de gendarmerie, les scientifiques ont vécu ces événements. Non, ils n'ont pas vécu ces événements. C'est le témoin qui dit avoir vécu, ce qui est déjà pas la même chose, le gendarme qui a mené l'enquête sur la personne qui dit avoir vécu, et le scientifique qui examine les données recueillies par le gendarme qui a enquêté. Donc vous voyez, ça fait une série, disons, de marches, d'étapes qui font que à la fin c'est peut-être un peu brouillé par rapport à ce qu'il y avait au départ, et ça rend d'autant plus difficile. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'autre. Exactement. Pour les ufologues, les rationalistes comme vous, ils ont un petit peu la réputation d'être des intégristes de la science, de ne jamais vouloir écouter ou regarder des choses qui peuvent paraître paranormales. Non, je pense pas que ça s'adresse à nous. Alors là, parce que nous, on est vraiment ouvert, on part sans a priori, on discute. Et vous voyez, Olivier est venu directement au laboratoire, donc ça fait peut-être référence à d'autres personnes, mais pas manifestement, c'est pas notre démarche. Nous, notre démarche, c'est on a l'esprit ouvert. Et avoir l'esprit ouvert, ça veut pas dire l'avoir béant, comme disait Jean Rostand, l'avoir béant à toutes les sottises. Donc, on fait attention que le cerveau ne tombe pas quand même. Est-ce que ça veut dire que finalement, vous êtes en guerre contre des formes de croyances ? Je suis ni en guerre, ni contre des formes de croyances. Donc, je rejette les deux mots. On n'est pas opposé à quelque chose. Moi, je suis pour la science, pour la démarche scientifique, pour une approche sérieuse de ces phénomènes. Donc, j'ai fait un enseignement à l'université de Nice, un enseignement de zététique. Donc, la zététique, ça vient du grec zétein, qui veut dire chercher. Donc, moi, je résume ça en disant c'est l'art du doute. Hein. Donc, finalement, c'est la méthodologie scientifique. Et le but, c'est de se servir, finalement, des phénomènes paranormaux en tant que support. Ouais. Les phénomènes paranormaux sont un support motivant pour montrer ce qu'est la méthode scientifique. C'est difficile de montrer ce qu'est la science, hein, on pourra en discuter. C'est plus facile de montrer ce qu'elle n'est pas. Donc on prend des phénomènes présentés comme quelqu'un qui se concentre et puis il va soi-disant tordre une petite cuillère, et nous on montre comment faire un contrôle qui permet de voir si c'est vrai ou non. Et ce faisant, c'est un sujet accrocheur pour les étudiants et pour nous en tant qu'enseignants, et on peut bien montrer ce qu'est un protocole scientifique, avec des trucs très très simples, avec des petites expériences. Dans Gourou Sorcier Savant, par exemple, je montre des petites expériences à faire de la vie de tous les jours, qui montrent que par exemple, on a des mouvements musculaires, même quand quelqu'un prend un pendule et pense ne pas bouger, on a des petits mouvements musculaires inconscients, sans se rendre compte, en toute bonne foi, qui font que le pendule va se mettre à tourner. Et le pendule tourne, oui. Mais est-ce qu'il tourne parce qu'il y a un fluide extérieur ou un magnétisme dû à la personne? Non, pas du tout. Et ça, on peut le montrer. Donc l'art du doute, oui. L'art du doute, oui. Et la crédulité, non. Voilà. Merci Henri Brock. Vous disiez que la science, c'est très difficile. Il y a un homme qui sait très bien en parler ici à France 3, c'est Patrick Esther, spécialiste de l'espace notamment. Je me tourne vers vous, Patrick. Vous qui fréquentez les scientifiques depuis des années, est-ce qu'on peut franchement, raisonnablement, croire aux ovnis? Écoutez, le problème, c'est que je crois qu'on ne peut pas parler en ces termes. Et le problème n'est pas de savoir si on croit ou si on ne croit pas, on doit s'en tenir à des faits. Et les scientifiques aiment bien s'en tenir à des faits parce que si on s'en tient pas à des faits, alors on ne fait plus de la science, on fait de la religion. Et là, dans le domaine des ovnis, eh bien, les réponses sont ni toutes blanches, ni toutes noires, elles sont très compliquées en fait. Hein. Ce qui est vrai, c'est que dans le domaine de l'univers, puisque c'est de ça dont on va parler, il est difficile d'expérimenter. Et habituellement, en science, on aime bien pouvoir refaire l'expérience, se dire, on a trouvé ça, on va reproduire l'expérience. Dans le domaine de l'univers, reproduire des expériences comme le passage à un ovni, ça n'est absolument pas possible. Et donc, il y a effectivement l'observation, peut-être de certains témoins, c'est pas forcément scientifique. Pour les scientifiques, il faut trouver autre chose. Une preuve scientifique ? Par exemple, l'existence de communication entre quelque chose d'autre et puis nous, ou quelque chose d'autre et puis un coin de l'univers qu'on intercepterait au passage. Et pour ça, il y a des grandes oreilles. Alors, il y a des grandes oreilles. Vous savez, le radiotélescope d'Arecibo, à Porto Rico, c'est en fait une grande oreille qui écoute les fréquences émises par les objets qu'on trouve dans l'univers.
Alors ces fréquences, elles sont extrêmement nombreuses. Et la coupole, si vous voulez, d'Arecibo ne permet que d'écouter une portion du ciel, jamais à l'opposé. Donc on écoute, et il y a tellement de fréquences à écouter que les scientifiques ne peuvent pas faire le travail tout seuls, le tri, entre guillemets, des signaux qu'ils essayent de trouver sur leurs ordinateurs. Et donc on a même demandé, dans le cadre de programmes SETI, Megaseti, à des internautes de prêter la nuit leur machine pour calculer, pour trier, pour dire est-ce que dans tout ce fatras de signaux émis par l'univers, il n'y en a pas un qui serait un signal intelligent. Alors justement. Eh bien, on a trouvé, seulement ça n'était pas des signaux émis par des extraterrestres, c'était des pulsars, c'était des radiogalaxies, c'était des objets naturels. Alors, le radiotélescope en question a été utilisé une fois, en 1974, pour faire une expérience. Là, on a fait une expérience, on s'est dit, on va mettre toute la puissance d'émission qu'on peut, là, au milieu de la cuvette de l'antenne, et puis on va envoyer un message en direction d'un amas globulaire qui s'appelle M13, et qui se trouve à 24 000 années-lumière de nous. Une broutille. Une broutille, mais enfin, tous ceux qui étaient sur la route, si je puis dire, avaient le droit de capter. Ouais. En fait, l'émission est suffisamment puissante pour que le signal soit capté dans n'importe quel coin de notre galaxie. Le problème, c'est que le signal est parti, ça fait 35 ans, donc il est arrivé à 35 années-lumière. Si quelqu'un à 35 années-lumière a récupéré le signal, pour nous répondre, on va encore attendre 35 ans. Mais on aurait pu avoir la chance d'avoir quelqu'un qui, à 15 années-lumière, trouve ce signal et nous répondre. Mais il n'y a pas eu de réponse. On n'a rien eu. On est resté désespérément muet. Alors, justement, moi, Patrick, je vous pose la grande question que se posent tous les téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Et là, la réponse, elle est formidablement simple. C'est oui ou c'est non. Et alors pour essayer de comprendre ça, il faut essayer de se mettre un petit peu le nez dehors. Alors, quand on regarde, si vous voulez, le ciel, la nuit, avec nos yeux, on voit 1 millier d'étoiles. Avec des jumelles, on en voit peut-être 10 000. Et puis, avec des télescopes, on en voit des milliards. Et ces étoiles sont rassemblées dans des galaxies. Et là, on voit une galaxie en spirale avec une petite flèche. Vous voyez, aux 2/3 d'un brin de spirale, c'est la place de notre Soleil. Alors, on est en fait quelque chose d'assez banal dans cette galaxie qui regroupe à peu près 4 milliards d'étoiles. Le problème, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on connaissait les planètes du système solaire, on en a perdu une d'ailleurs l'année dernière, on n'y en a plus que 8, mais on savait qu'il y en avait là, et il y a encore 15-20 ans, les scientifiques, les astronomes pouvaient vous dire, il y en a nulle part ailleurs. Et puis, patatras, eh bien, en 95, en octobre 95, Michel Mayor de l'Observatoire de Genève dit, excusez-moi, j'en ai trouvé une à 40 années-lumière de nous. C'est-à-dire que à 300 000 km par seconde, la lumière a mis 40 ans à nous parvenir. Et là, on a dit, il y a au moins d'autres planètes. Et puis, en moins de 12 ans, on en a découvert plus de 240, avec des systèmes planétaires parfois composés de plusieurs planètes. Donc non, le système solaire n'est pas le seul réceptacle de planètes. Des planètes, manifestement, partout où on va chercher, on va en trouver. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a du monde là-haut ? Bien sûr. Eh ben là, c'est un petit peu plus compliqué pour répondre, parce que la plus proche qu'on ait trouvée, elle est à 20 années-lumière de nous. Elle a été annoncée au mois d'avril, et elle a à peu près les dimensions de la Terre. Donc on dit elle pourrait être potentiellement habitable. Ouais. Mais pour y aller, nous, nos engins vont pas à 300 000 km par seconde. On va dire que peut-être on réussirait à faire 300 km seconde. Pour l'instant, l'engin le plus rapide qu'on ait fait, c'était 37 km par seconde. Pioneer 10 qui s'est éloigné de nous, et qui est pour le moment, on peut dire, le seul engin à être sorti du système solaire. Eh bien là, vous dites 20 années-lumière. Pour y aller, vous multipliez donc, on va dire, par 1000, ça fait 20 000 années. Et donc là, on revient à l'âge de la grotte de Lascaux. C'est-à-dire que si l'habitant de Lascaux avait envoyé un vaisseau, il ne serait pas encore arrivé à cette planète. Donc la réponse n'est pas pour tout de suite. Alors, on ne connaît que 4% de l'univers, c'est ça ? Oui. Alors c'est là la seconde partie, si vous voulez, qui m'amène à dire un peu, les rationalistes, il faut aussi parfois s'en méfier, parce qu'à force de rationaliser, on finit par fermer la porte à autre chose. Alors, moi j'ai envie de dire que beaucoup disent cela n'est pas possible, donc ça n'existe pas. Et moi j'ai envie de dire on ne sait pas, parce que finalement on ne sait pas grand-chose. Vous dites 4% de l'univers, on estime effectivement à 4% ce qu'on connaît de l'univers, c'est-à-dire la matière de l'univers, et donc ça veut dire qu'il y a 96% totalement inconnus. De la matière qu'on appelle de la matière sombre par défaut, parce qu'en fait on ne sait pas ce que c'est, de la matière qui pourrait être de l'énergie noire, et on n'a aucune idée de ce que c'est. Et pourtant on se dit, pour que le système fonctionne tel qu'on le connaît avec les lois de la gravitation, eh bien, il faut qu'il y ait 96%. Alors, dans ces profondeurs de l'univers, que se passe-t-il ? Eh bien,
il va falloir peut-être attendre 100 ans, 200 ans, des millénaires peut-être pour comprendre tout, mais il y a peut-être des gars ailleurs qui, eux, ont beaucoup plus d'avance sur nous. Le problème, c'est l'homme est sur Terre depuis 3 millions d'années, on va dire, en gros. On est capable d'émettre des signaux. Marconi, quand il communiquait en morse avec son yacht à la mer, eh bien, c'était il y a à peine plus d'un siècle. Ouais. Donc il y a seulement un siècle que nos signaux sont partis de chez nous. Mais si vous voulez, si d'autres ailleurs ont eu une existence qui s'est développée, pas forcément il y a 3 millions, mais si c'est simplement il y a 10 millions d'années, et que leur existence n'a été que de 7 millions d'années sur leur planète, eh bien, on n'a aucune chance de les croiser. Peut-être d'ailleurs qu'un jour, on captera le signal d'une civilisation qui n'existera plus. Et alors, comme les étoiles qu'on voit et qui sont déjà mortes. Comme toutes ces étoiles qu'on voit, comme tout cet univers. Vous savez, on a eu l'impression que l'univers, il y avait des endroits qui étaient un peu sombres et tout. Plus on a eu des gros télescopes, plus on a pu aller loin et s'apercevoir qu'il y avait encore des choses là. Et alors, là, ben c'est vrai que si toute cette matière noire, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, je vais vous faire un petit parallèle. Vous connaissez le voilier, hein, vous savez, bon, il n'a pas de moteur à bord. Le voilier. C'est le vent qu'il utilise. C'est sa voile. Il lui fait rien, il est pratiquement passif. Mais en bordant bien la voile, le voilier réussit à aller plus vite que le vent. Dans le système solaire, on sait, les physiciens savent qu'on peut très bien avoir une voile d'une certaine dimension qui va, une fois placée en dehors de l'atmosphère, va pouvoir être propulsée par les flux de particules émis par le soleil. Et alors, ça va être une accélération continue. Donc, ça va partir lentement et à la fin, notre voile solaire va aller au fond de l'univers plus vite que nos engins avec des moteurs chimiques. Alors maintenant, je vous pose la question, parce que même le plus grand scientifique du monde ne peut pas y répondre. Si cette matière, cette énergie noire, eh bien, il y a des gars là-bas, un peu plus loin dans l'univers, qui sont capables de la maîtriser, de l'utiliser. Peut-être qu'ils ont des systèmes de voile, on va dire comme ça, hein, parce que je sais pas, qui les ont amenés à venir nous voir. Mais là, je n'ai pas la réponse. Et moi, j'ai même pas eu la chance de voir une fois dans ma vie une expérience un phénomène extraordinaire. Un bolide, j'en ai vu, mais je savais que c'était un météorite, donc j'ai pas été surpris. C'était très beau, mais c'était pas surprenant dans ce domaine. Je crois qu'il faut bien séparer les deux parties. Est-ce qu'il existe de la vie dans l'univers et est-ce que les extraterrestres, entre guillemets, viennent nous voir? Parce que c'est deux problèmes séparés. Et souvent, quand on pose la question que pensez-vous des ovnis, les gens entendent pensez-vous que des extraterrestres viennent nous voir? Et c'est pas la même chose. Quelle est la probabilité qu'il y a de la vie dans l'univers? Pour reprendre ce que vous disiez, ben, à mon avis, la probabilité est très très forte, c'est-à-dire elle est quasiment égale à 1. Pourquoi? Parce qu'il y a deux paramètres qu'on oublie la plupart du temps. C'est on peut faire les probabilités soit sur le nombre de soleils, donc disons d'étoiles de soleils, donc de planètes qu'il y a. Donc il y a un nombre d'exemplaires faramineux, donc ça augmente la probabilité, et puis il y a le paramètre temps. Et dans l'univers, on a les deux simultanément, c'est-à-dire qu'on a à la fois un nombre très très étendu, immense de galaxies, de soleils et de planètes qui tournent autour, et puis on a tout le temps. Donc si on fait un petit calcul de probabilité, est-ce qu'il y a une probabilité, oui ou non, enfin, disons, quel est le résultat que ça donne pour qu'il y ait de la vie dans l'univers? C'est quasiment, à mon avis, c'est quasiment égal à 1. Maintenant, quelle est la probabilité qu'ils viennent nous voir? Ben là, c'est très 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 petit, c'est quasiment égal à 0. Donc c'est deux problèmes qu'il faut séparer. Quasiment à 0 n'égale pas 0. Exactement. Et donc il faut rester ouvert à cette hypothèse. Alors pour terminer, une dernière question à Henri Brock. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick Hester quand il dit qu'il faut que les scientifiques soient plus curieux? Ah mais je pense que par définition, les scientifiques sont curieux. C'est notre. Vous savez bien que pas tous. Vous savez bien qu'il y en a qui, dès qu'on leur parle d'OVNI, c'est comme les pilotes. Le pilote qui voit un truc extraordinaire, il se dit j'ai vu, je me tais, pour éviter qu'on se moque de moi et qu'on passe pour un fou. Les scientifiques, c'est pire. C'est pire. Il y a énormément de scientifiques qui n'ont aucune envie de dire j'ai étudié un OVNI parce que ils ont peur que dans leur laboratoire on se moque d'eux. Patrick, on va écouter la réponse d'Henri Brock quand même pour terminer. Je pense que la réaction qui va se faire par certains collègues, c'est de dire étant donné que c'est un domaine dans lequel il y a pas mal de charlatans, et ça il faut le reconnaître, ils ont peur que s'intéresser à ce domaine-là, ça les teinte un petit peu. Donc c'est comme les phénomènes paranormaux, quand vous dites je m'intéresse aux tables qui tournent ou aux clés qui sont tordues à distance, soi-disant, etc., par le pouvoir de l'esprit, c'est pareil, ça fait un petit peu curieux, c'est pourquoi tu vas perdre ton temps à regarder ça. Mais je pense que quand on discute réellement avec les collègues scientifiques, on s'aperçoit qu'ils sont intéressés, qu'ils sont curieux. Le scientifique, il est curieux par nature. Tout ce qui est extraordinaire l'intéresse nécessairement. Tout ce qui sort de l'ordinaire intéresse nécessairement un scientifique. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus sur notre plateau. Peut-être les téléspectateurs vont-ils sortir pour regarder les étoiles après vos brillantes interventions, Patrick. Voici maintenant quelques-uns des livres qui nous ont aidés à préparer cette émission. Trouble dans le ciel, de Jean-Jacques Velasco aux éditions Presse du Châtelet. OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, de Pierre Lagrange aux mêmes éditions Presse du Châtelet. Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un ouvrage collectif sous la direction d'Yves Sillard aux éditions Le Cherche Midi. AVNI,
Armes volantes non identifiées de Jean-Pierre Farabaud aux éditions Odile Jacob. Gourou sorcier savant d'Henri Brock, qui est notre invité chez Odile Jacob. Et enfin, le numéro hors série du mois de juin de Science et Vie sur les nouveaux mondes et la vie ailleurs. Vous pourrez trouver encore plus d'informations et revoir cette émission sur le site internet de France 3. C'est la fin de cette émission de Pièces à conviction, la dernière de l'année. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances au nom de toute l'équipe sur la planète Terre. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles enquêtes de Pièces à conviction. Excellente fin de soirée sur France 3. Merci, bonsoir.